Bienvenue, messieurs et dames, encore une fois dans cet entretien ce soir. Un entretien qui va encore une fois parler du livre, un livre. Et les livres que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui, que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, c'est un livre écrit comme ça par un Congolais. Et ces Congolais nous amènent dans une réflexion profonde sur les questions des droits congolais des télécommunications, l'état des lieux, analyse critique et comparative. Ces Congolais s'appellent M. Albert Baonewa Nkieri. M. Albert Baonewa Nkieri, pour vous parler un tout petit peu de lui, c'est un Congolais, auteur aujourd'hui, il a écrit plusieurs ouvrages comme ça, mais le tout dernier, c'est celui que nous allons comprendre, c'est celui que nous allons essayer de comprendre ensemble avec lui aujourd'hui. Il est secrétaire fédéral adjoint de l'UNC France, il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, depuis 1995. Il est ancien conseiller juridique de la société Vodacom Congo, en charge bien sûr de l'interconnexion et de la régularisation dans la même société, voulais-je dire. Il a eu aussi à assumer la charge des responsables des négociations et de la rédaction des contrats des stations relais au sein du département des opérations, où il a appris les fondamentaux de l'ingénierie, des télécoms et du numérique. Plusieurs formations au pays et à l'étranger sur l'interconnexion des réseaux et régulation des télécommunications, l'intelligence artificielle, la qualité des services de télécommunications et les legal tech et bien d'autres bien sûr. Il est expert, juriste en télécommunications et numérique, président du Centre d'études juridiques sur les télécommunications et les numériques, membre de l'OSEC, Internet Society, donc il est aussi membre de l'IGF, Internet Governance Forum de la République démocratique du Congo, chercheur en droit des télécommunications et du numérique. C'est dans ces cadres, bien sûr, qu'il a publié cet ouvrage qui reste consacré sur les droits congolais des télécommunications, l'état, il fait en fait l'état des lieux et l'analyse critique et comparative. Il est notre invité ce soir et ensemble nous allons devoir l'accueillir, enfin de nous plonger dans cet échange qui restera sûrement scientifique, mais aussi dans l'approche en fait de vous faire comprendre tout ce que ces fils du pays veut bien mettre à notre disposition. Monsieur Albert, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Michel. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien. Vous êtes juriste de votre État, mais vous abordez dans ces livres, les livres que nous allons ensemble découvrir et comprendre ce soir avec nos téléspectateurs, les questions non seulement juridiques, mais aussi les questions très techniques des télécommunications. Quelle est d'abord la motivation qui vous a poussé à mettre à la face du monde cet ouvrage? Oui, la motivation, la toute première motivation, c'est que moi j'ai une passion pour la recherche. Et j'ai beaucoup lu dans ma vie, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Et je me suis dit, il faut également que moi je mette à la disposition des autres lecteurs également mes réflexions dans ces domaines, dans les domaines particuliers, où j'ai évolué en tant que praticien des droits du télécom du numérique. C'était pour moi un rêve qui s'est réalisé, qui est devenu une réalité. Et voilà donc la passion que j'ai par rapport à ça, à cette question des télécommunications et la recherche et les faits. Et surtout que j'ai toujours dit, je dois également faire des écritures scientifiques et de manière à ce que les gens me lisent aussi. Mais au-delà de ça, en fait, je suis très intéressé depuis un certain temps sur la question du numérique et des télécoms. Bon, je vais rentrer sur les concepts après. Et vous me parlerez de l'ingénierie, mais je me dis toujours que quand je fais mes recherches sur les télécommunications et le numérique, en fait, sur le plan juridique, sur le plan de l'ingénierie, je me suis rendu compte que très souvent, les lois sur les télécoms et le numérique ont toujours en préambule l'analyse des concepts ou la définition des concepts, sans laquelle on ne peut rien comprendre sur le contenu, n'est-ce pas, du texte. Et il faut toujours savoir également que
En télécom et numérique, il y a les contenants et les contenus. Les contenus, c'est l'information. Les contenants, c'est l'infrastructure ou les tuyaux. Donc, tu ne peux pas comprendre les contenus sans comprendre les contenants. C'est les tuyaux dans lesquels passe l'information qui fera certainement l'objet des réflexions pendant cette émission. Voilà en 2 ou 3 mots. Et c'est pourquoi j'ai écrit cet ouvrage. Voilà, c'est pourquoi vous avez écrit cet ouvrage. Les styles, lorsque nous avons pris le temps de comprendre ou lire cet ouvrage, les styles que vous avez employés nous a laissé un peu perplexes. Mais je m'en vais dans ma première question, entrer d'abord dans votre avant-propos. Nous sommes à la page 11 de ces livres qui comptent plus de 200 pages. Vous dites quelque part que ces livres visent également la vulgarisation de droits, de ces droits peu connus et constituent un apport incontournable pour une véritable restauration par l'État congolais des dits droits. Donc vous allez d'un constat pour mettre à la disposition non seulement des lecteurs, mais aussi des gouvernants cet ouvrage. Quel est le constat qu'avez-vous effectué dans ces secteurs pour arriver à mettre à la disposition, en fait, à la disposition des gouvernants surtout, cette matière qui reste capitale pour la République? Oui, je me porte toujours un statut de chercheur. Le chercheur doit toujours avoir la première idée dans sa tête de savoir ce qui n'est pas encore fait dans son domaine, dans un domaine déterminé. Et essayer un peu de bouger les sentiers battus. Et j'ai effectivement, en consultant les ouvrages dans la bibliothèque, les différentes bibliothèques de la ville, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas encore une documentation assez précise sur la question. Et le secteur des télécommunications, aujourd'hui, il est très porteur des croissances économiques. Ici et là, si vous vous rendez compte, en France et ailleurs, on se rend compte effectivement que ce secteur il est très organisé maintenant, il est porteur des croissances économiques. Et je me suis dit, je dois quand même apporter quelque chose pour mon pays et réfléchir sur la question et mettre à la disposition et des acteurs dans le secteur et les gouvernants en fait, les éléments qui peuvent permettre à ce qu'on puisse réfléchir ensemble. Je considère ça comme une réflexion collective, de manière à ce qu'on booste le secteur pour le développement du pays. Donc, en tant que chercheur, j'ai essayé de consulter les bibliothèques, il n'y avait rien. Et tu verras même à un certain moment, j'ai dit, il y a un problème sur le plan de la doctrine. Il n'y a pas, je me permets peut-être de dire que je suis parmi les précurseurs des recherches dans ce secteur-là. Je pense même que c'est un ouvrage inédit, rien qu'au niveau de son intitulé. Donc c'est ça qui m'a poussé, comme je suis un républicain, je voulais également apporter la contribution de réflexion pour qu'elle soit mise à la disposition et des acteurs et du gouvernement pour voir dans quelle mesure on pourra encadrer les secteurs. Parce que le secteur, tant qu'il n'est pas encadré, et ce secteur, il évolue de manière exponentielle. Si on y prend garde, on est dépassé sur le plan législatif. Et je me suis dit, je commence d'abord par réfléchir sur les questions d'ingénierie parce qu'en fait, aujourd'hui, ici et ailleurs, la première chose dans l'encadrement du secteur, c'est la maîtrise des infrastructures. Si vous ne maîtrisez pas les infrastructures, pour le reste, il n'y a rien. C'est comme ça que, par exemple, il y a eu un sérieux problème par rapport au trafic international entrant. On a un problème, vous savez, sur les Simbox et consorts, ça fait polémique. Le trafic international entrant, il n'est pas très contrôlé par l'État, simplement parce que, historiquement, lorsqu'on a libéralisé les secteurs, l'État n'avait pas les infrastructures pour avoir un répartiteur pour répartir les trafics internationaux entrants et les charrier vers les opérateurs qui ont bénéficié de la libéralisation. Donc voilà un peu un élément qui permet de réfléchir, en disant écoutez, je trouve que j'apporte quelque chose dans mon pays. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je propose d'ailleurs dans l'ouvrage qu'on puisse légiférer de manière particulière sur les infrastructures. Voilà un peu en gros, c'est pourquoi j'ai essayé de réfléchir pour mettre à la disposition des gouvernants cette phrase en fait que j'ai imprimée dans l'avant-propos. Voilà, cette phrase imprimée dans l'avant-propos. Nous allons prendre les domaines de l'ingénierie que vous avez aussi évoqué en fait dans ces livres. Aujourd'hui, on entend plus parler des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Que peut retenir nos téléspectateurs ou que peut comprendre aujourd'hui nos téléspectateurs ou les lecteurs de ces livres par les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Merci beaucoup pour la question. Moi, comme je l'ai toujours dit,
Le juriste qui veut bien comprendre, maîtriser le domaine du numérique et du télécommunication, on va revenir sur les concepts parce que ce sont des concepts qui sont très poreux entre eux. Et il doit comprendre d'abord l'ingénierie. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne sait pas comprendre les contenants de l'information, qu'on va essayer de discuter, voir ce que ça signifie, sans comprendre le contenu, les tuyaux. Voilà, les tuyaux, les canaux. S'il n'y a pas de tuyaux, voilà, vous n'allez pas... c'est comme ça que l'effort que j'ai fait en fait ça. Évidemment, j'ai eu la chance d'évoluer dans le département des opérations aussi, à part le département juridique. J'en ai profité pour en discuter avec des ingénieurs et j'ai fait même des formations à l'étranger par rapport à la qualité de service, qui n'avait rien à voir avec les droits. Parce que je me suis dit, si je ne comprends pas l'ingénierie, je ne comprends pas, je n'ai pas les fondamentaux des infrastructures, je ne comprendrai pas le fond du droit. Je donne un exemple. Si on vous dit par exemple que vous êtes juriste et dans le texte des lois, il y a les mots fibre optique ou serveur. Si vous ne comprenez pas ça, l'opérateur peut vous dribbler en disant écoutez, ça c'est pas un serveur, par conséquent, la disposition n'est même pas applicable. Voilà pourquoi j'ai parlé de ça. Donc, pour revenir à la question, lorsqu'on parle des nouvelles technologies, qui est un concept qui est en vogue, il faut également se demander est-ce qu'il y a des anciennes technologies? Donc, nouvelles s'opposent aux anciennes. aux anciens. Donc, il faut commencer par l'historique. Les anciennes technologies sont ce qu'on appelle les technologies analogiques, ou une technologie qui n'avait pas autant d'importance, disons, de vibration entre guillemets, par rapport à ce qu'on voit comme numérique. L'ancienne technologie, ce qu'on appelle technologie analogique, une technologie qui a moins de débit, qui utilise beaucoup de ressources et beaucoup d'espace. Mais c'est une technologie qui est restée longtemps en application au niveau des réseaux filaires, des réseaux câblés. Tout ce qu'on voyait à l'époque, tout ce qui est, n'est-ce pas, les réseaux filaires, la téléphonie avec des câbles et fils, ça c'est les réseaux analogiques. Quelques temps après, il y a maintenant ce qu'on appelle les nouvelles technologies, parce que par rapport aux anciennes. Et les nouvelles technologies, ça s'exprime par rapport au numérique, au digital. Le digital, c'est une expression anglaise. Les numériques, en fait, c'est les nombres. Et la différence, en fait, c'est que les nouvelles technologies qui s'expriment par l'Internet, qu'on verra plus tard, plus loin plutôt, c'est cette nouvelle technologie de l'information qui est un signal, ce n'est pas des news, hein, et la communication, c'est une nouvelle technologie qui s'assoit sur les chiffrages, sur les algorithmes. Et c'est une nouvelle technologie qui s'est fait par, n'est-ce pas, comment dire, en utilisant plus l'intelligence artificielle qu'on intègre sur les machines. Ce qui fait qu'avec cette nouvelle technologie, on utilise moins de ressources, moins d'espace, avec un débit très élevé. Et c'est essentiellement l'Internet. Et sur le plan de l'ingénierie, les numériques, les nouvelles technologies sont liées à ce qu'on appelle la commutation en mode paquet. Ça veut dire quoi? À la différence de l'analogique, qui est la commutation en mode circuit, qui utilise une seule route, la nouvelle technologie ou les numériques utilisent plusieurs routes. La commutation en mode paquet, ça veut dire quoi? Et l'information des points de départ, c'est le point A. Et prend plusieurs routes et se retrouve, en fait, c'est une information qui se transmet en paquet, en utilisant plusieurs routes, et qui va se reconstituer sur le plan au niveau de la terminaison, qui peut être un mobile, un ordinateur, etc. Parce que ça permet à ce qu'on puisse sécuriser l'information. Plusieurs routes, ce qu'on appelle finalement les autoroutes de l'information. Et les autoroutes, en réalité, ce sont des supports de transmission. Donc, l'expression, l'Internet part de cette affaire-là. Donc, vous avez des ordinateurs qui sont reliés par les protocoles, ok, et ça fait un routage. Et les ordinateurs, les informations vont se reconstituer à la fin pour la sécurisation de cette information en passant par les ordinateurs avec les routes. Ce qui est différent de l'analogique qui utilise une seule route. Voilà globalement ce que c'est les nouvelles technologies de l'information et la communication. La communication vise, comme vous le savez, globalement beaucoup d'aspects. Voilà un peu globalement ce que je peux expliquer en différenciant l'analogique et puis le numérique. Un terme vient de retenir mon attention, c'est la sécurisation de l'information. Ouais. Est-ce que pendant que cette information-là est en train d'être transmise, il n'y a pas des opérateurs, par exemple d'une voie ferrée? Nous avons plusieurs gares sur une voie ferrée pour arriver à votre destination. Avant que cette information arrive à destination, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs gares
Et parfois, ces gares-là sont aussi en possession de cette information-là et qui peuvent mal la difficulté. Par exemple, comme on sait qu'on peut vivre aujourd'hui. Vous passez un appel très secret, alors que votre réseau de communication, encore votre opérateur, il est le premier d'abord à percevoir cette information-là et les retransmettre maintenant sur les mobiles de celui que vous voulez atteindre. Est-ce que c'est vraiment la vraie sécurité? Oui, de toute façon, il n'y a pas de sécurité à 100%. Ça n'existe pas. Sécurité 100% n'existe pas. C'est un grand débat sur la protection, par exemple, des données de l'information. L'exemple, vous citez en fait, c'est l'exemple de l'analogique. Vous avez une seule route de rail et de train. C'est comme ça que les Américains, en créant l'Internet, ils ont saucissonné l'information. En fait, c'est quoi? Ils ont pris plusieurs routes. Je prends un exemple plus simple. Mon nom, c'est Mbaonewa. Mbaonewa, dans la technologie analogique, prend directement Mbaonewa. Ça vient de A jusqu'à B, directement Mbaonewa. Mais dans le numérique, Mbaonewa est saucissonné en paquets. M prend cette direction, B prend cette direction, A prend cette direction, ainsi de suite. Et vous placez des routes. C'est ça l'Internet. Alors, ce qui fait que, bon, je vais revenir sur l'origine parce que c'était, l'origine c'est sur le plan militaire, parce que l'armée américaine voulait protéger les informations militaires, les données militaires. C'est comme ça qu'ils ont saucissonné les noms, par exemple Mbaonewa, pour, voilà, ce qui fait qu'il va se reconstituer, Mbaonewa va se reconstituer là-bas de manière éparpillée. Et si vous essayez de casser une seule route, il peut récupérer les autres éléments. C'est ça la différence avec l'analogique. C'est plus sécurisant que la seule route de l'analogique. C'est ça maintenant les numériques. Mais 100% sécurité, c'est difficile. Ça c'est évident parce que la protection de données n'est pas maximum à 100%. Vous connaissez tout ce qui s'est passé avec dossier Yahoo, dossier Orange et consorts. Voilà un peu ça. Dans cet ouvrage, dans votre ouvrage, vous parlez des générations notamment quand vous voulez analyser le GSM et la fibre optique. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir en fait de ces deux concepts, le GSM et la fibre optique? Voilà, le GSM, en anglais, on appelle Global System for Mobile Communication. En fait, c'est le GSM, on appelle la deuxième génération. Première génération de réseaux cellulaires ordinaires, quand vous avez connu les cas comment c'était en fait à l'époque, Telecel, tout ça, les AMPS et consorts. Et le GSM maintenant prend des générations. Les générations, c'est lié par rapport à l'élément informatique, par rapport au traitement, à la vitesse du traitement de l'information. Plus le réseau est intelligent, plus il est en génération supérieure. Donc, c'est ça la génération. La génération est liée à l'élément informatique qu'on implique dans le système, dans l'infrastructure de télécommunication, de manière intelligente, progressivement. Donc, plus il y a la vitesse du traitement de l'information, plus il y a la génération. On est parti à 2, 2.5 GPRS, on était à 3G, 4G, maintenant le Huawei est en 5G par rapport à la vitesse de traitement de l'information. Si par exemple la génération X, deuxième génération, l'information qui passe dans les tuyaux était traitée en 3 minutes, la quatrième génération traiterait l'information en 1 minute, ainsi de suite. C'est ça en fait globalement, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, c'est ce qu'on appelle la génération. C'est l'élément électronique qui rentre dans l'information. Alors que la fibre optique, c'est un support de transmission. Et en télécom, il y a ce qu'on appelle la commutation et la transmission. La transmission, c'est le transfert, le transport de l'information des points A au point B. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs types de supports de transmission. Vous avez le faisceau hertzien, vous avez les satellites, vous avez le VSAT, vous avez les câbles coaxiales. Mais la dernière génération, comme les recherches se font toujours, c'est maintenant les fibres optiques, qui a une vitesse de traitement très élevée, avec un coût faible. C'est un support de transmission qui permet de transporter l'information au point A jusqu'au terminal, c'est-à-dire c'est mobile. L'information passe, je prends l'exemple de l'architecture GSM, où vous avez les commutateurs, l'information, tu appelles quelqu'un, l'information passe par les commutateurs, ce qu'on appelle les switches, qui est la centrale, qui est maintenant intelligent. Il demande maintenant au niveau de BTS, qui est au niveau déjà des commutateurs, il y a une partie qui s'interroge pour savoir si M. Michel a du crédit. S'il a du crédit, mais il renvoie ça maintenant au boîte transceiver station, BTS, qui est l'émission et la réception, qui est à côté de Michel, et maintenant on vous relie par la station relais la plus proche.
pour avoir à appeler l'autre, la partie qui est la plus proche. Ça, c'est ce qu'on appelle la commutation. La transmission, c'est les transferts. Le faisceau hertzien. Si vous voyez les faisceaux hertziens qui sont installés au niveau de stations relais, ça permet de relier, de transporter l'information. Maintenant, la fibre optique, c'est maintenant le support de dernière génération qui a une vitesse de traitement très élevée avec un coût moindre. Voilà globalement, en grande ligne, la différence entre génération et puis fibre optique qui a un support. D'ailleurs, on est en train de voir ce qui se passe maintenant dans notre pays. En tout cas, les lecteurs de ces livres ou encore nos téléspectateurs qui nous regardent en ces moments devront avoir beaucoup d'éclaircissements autour de plusieurs outils que nous utilisons, parfois sans connaître la profondeur ou encore avoir plus de connaissances sur ces derniers. Je vais encore évoquer ici l'Internet et les serveurs centrales. On entend toujours ça. Les informations sont stockées dans un serveur central. Ou encore, je vais aller au cyber pour aller me connecter sur Internet. Et puis, les dénotions, comment pouvez-vous nous les expliquer? Parce que vous les avez aussi abordées dans ces livres. Mais merci beaucoup pour la question, parce que je suis content que tu me poses ce genre de questions, puisque ça permet aux gens de comprendre essentiellement les numériques et les télécoms, parce que tout part des concepts. Il ne faut pas qu'on soit très savant quand on parle, quand on explique en tant qu'intellectuel. Il faut expliciter de manière tout à fait brève et moins ésotérique pour que les gens comprennent. Voilà. Disons, l'Internet, ça revient un peu à l'explication que j'ai donnée sur le numérique. Mais c'est l'expression en fait du numérique. L'Internet, en fait, c'est un réseau d'ordinateurs reliés entre eux par un protocole. Vous avez des ordinateurs qui sont reliés entre eux par un protocole. Le protocole, en fait, ce qu'on appelle une convention de d'échange de données entre différents ordinateurs. Brièvement, en fait, c'est ça. Donc, il y a des supports de transmission qui sont fibre optique et consorts, mais passés par les ordinateurs. Et finalement, il y a aussi les mobiles qui interviennent en tant que terminal. Et pour la petite histoire, l'Internet est né aux États-Unis, dans l'armée américaine. Parce que, comme vous le savez, l'armée américaine, c'est une des grandes armées sur le plan de la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la transmission de l'information, parce qu'en fait, pendant la guerre, il y a ce qu'on appelle toujours les services de transmission, qui est essentiel pour comprendre ce que fait l'adversaire, comment faire et arrêter les stratégies. Alors, les Américains voulaient maintenant protéger les données militaires, les informations militaires pendant la guerre. Et ils ont commencé à faire la recherche, d'où la naissance de l'Internet, autour des années 90. Après, finalement, il a été commercialisé bien après. Globalement, c'est en fait ça l'Internet. Et l'Internet aujourd'hui est utilisé de manière essentielle et ça fait booster l'économie des certains pays. La définition est celle-là. Globalement, il y a des ordinateurs et puis des supports de transmission qui permettent à ce que ça se relie par des protocoles IP. Alors que les serveurs, c'est un équipement qui contient des bases de données qu'on peut expliquer. Et il faut savoir aujourd'hui que les États-Unis contrôlent les infrastructures parce qu'ils détiennent pratiquement le plus gros serveur au monde. Vous avez ce qu'on appelle les GAFA. Voilà, des retours dans cette deuxième partie. Comme promis, nous allons évoquer cette fois-là les questions liées à l'interconnexion, mais aussi au cadre institutionnel. Parce que ce livre a évoqué toutes ces questions et parce que nous avons réussi à avoir son auteur sur ces plateaux, nous devons en parler et surtout vous apporter des éclaircissements autour de toutes ces notions. Je vous rappelle que nous parlons d'un livre et ce livre est intitulé « Les droits congolais des télécommunications, état des lieux, analyse critique et comparative ». L'auteur s'appelle Monsieur Albert, il est maître avocat, souffrez que je l'appelle monsieur, il est maître avocat, donc je peux dire maître Albert Baounewankieri, c'est lui en fait qui est en train de répondre à nos questions. Et pour évoquer ces questions liées au cadre institutionnel, je rentre seulement dans ces livres. Monsieur Albert, qu'est-ce que nos téléspectateurs qui nous regardent en ces moments peuvent comprendre par interconnexion des réseaux en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Elle est essentielle en télécom numérique. Et bon, les gens aujourd'hui, chacun a un téléphone. Aujourd'hui, ils s'interconnectent avec l'opérateur qui n'est pas son opérateur. L'idée remonte, la situation remonte il y a plusieurs années lorsqu'on a libéralisé les secteurs des télécoms. À l'époque, c'était les secteurs de monopole où vous avez ce qu'on appelle l'opérateur historique. Pour nous, c'était l'OCPT. Enfin, l'opérateur qui utilisait le réseau filaire à l'époque.
comme support de transmission. Après la libéralisation, maintenant, chaque opérateur a ses éléments et puis chacun peut avoir son opérateur. Mais comment faire pour qu'on puisse communiquer avec son correspondant qui n'est pas aussi dans son réseau. C'est comme ça que finalement l'idée est de libéraliser et d'imposer pratiquement, comme dans notre cas, c'est imposé dans le licence des opérateurs. La loi le dit également. Donc l'interconnexion s'est faite entre des opérateurs au niveau des réseaux, des services, des équipements. Ça permet également d'engranger des revenus. Plus de 30% de revenus de chaque opérateur, ça rentre dans cette période d'interconnexion. Il est important. Il s'est fait au niveau de services de base qu'on appelle la voix et les services à valeur ajoutée, les SMS, les vidéos et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand tu es sur WhatsApp, tu peux également envoyer une vidéo ou quoi que ce soit chez un autre correspondant qui n'est pas de son réseau. Voilà, donc ça fait l'interconnexion des réseaux, c'est important. Sinon, ça ne sera pas possible. Voilà un peu, et globalement, ce qu'on peut entendre par opération. Mais en fait aussi, il faut, là j'ai relevé dans mon ouvrage, l'interconnexion, ici ça posait un problème sur le plan légal, où vous avez ce qu'on appelait l'exploitant public, par lesquels on devait passer pour l'interconnexion. Mais en même temps, l'État avait autorisé les opérateurs, il l'a autorisé dans les licences, de disposer également des équipements autonomes pour recevoir les trafics internationaux entrants. Pour la précision, l'interconnexion n'est pas seulement nationale, elle est aussi internationale. Si quelqu'un qui est en France, il est sur Free ou Orange ou SFR, il veut appeler quelqu'un qui est à Kinshasa, il doit passer par... C'est ça l'interconnexion également. Évidemment, il faut passer par des infrastructures satellites ou fibre optique en interne, ce qu'on appelle les backbones, pour atterrir et faire l'interconnexion. On distingue deux sortes d'interconnexion. Interconnexion étoilée, c'est-à-dire vous avez une plaque, un répartiteur. Ce qui devait être fait sur le plan légal, ce n'est pas parce que l'OCPT n'avait pas suffisamment d'équipement. C'est la grande polémique aujourd'hui. Ou l'interconnexion maillée. Maillée, ça veut dire que vous n'avez pas une étoile, un répartiteur, un opérateur qui les fait. Comme par exemple, en France Télécom, on passe par les infrastructures d'un opérateur historique pour répartir les trafics au niveau des différents opérateurs. Chez nous, on est dans l'opération, l'interconnexion maillée, sur papier, au niveau des licences, mais il y a aussi les principes posés dans la loi de l'interconnexion étoilée qui n'a jamais fonctionné. Voilà un peu globalement ce qu'on peut entendre par interconnexion dans tous les sujets, pas rentrer dans les détails. Est-ce que ce que nous sommes habitués à faire, parce que nous devons les comprendre aussi, nous vous avons, et vous pouvez nous éclairer autour aussi de ceci. J'ai mon téléphone, je dispose de quelques gigas sur mon téléphone et que vous n'en aviez pas, ou encore mon voisin d'à côté n'en a pas, je me décide de vous connecter sur mon Wi-Fi, par la voie du Wi-Fi. Ça aussi, on peut appeler ça interconnexion. Oui, mais l'interconnexion, en fait, c'est dès lors que moi, j'émets. Parce que le télécom, c'est l'émission et la réception, c'est la radio. Dès lors que j'émets, j'appelle ou j'envoie un fichier sur un autre opérateur, sur un téléphone qui n'est pas de mon opérateur, c'est là l'interconnexion. Mais quand je distribue des gigas, ce n'est pas une interconnexion. Je suis en train d'envoyer des gigas à quelqu'un, c'est pas parce qu'il n'y a pas un service que j'ai fait par rapport à ça. Ce n'est pas un service de base ou à valeur ajoutée. Soit un SMS, soit la voix, soit ainsi de suite. Quand tu prends pour distribuer à d'autres, théoriquement, ce n'est pas une interconnexion. Ce n'est pas une interconnexion. Voilà. Alors, quels sont d'après vous les acteurs majeurs du secteur des télécommunications et surtout du numérique aujourd'hui en République démocratique du Congo, et quel type de rapport existe-t-il entre ces opérateurs? Oui, en fait, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Classiquement, vous avez dans le domaine de télécom numérique, vous avez trois grands types d'acteurs. Vous avez les exploitants, la partie exploitation, vous avez les autorités de réglementation et les autorités de régulation. Je parle globalement ici et là, dans tous les pays du monde. Les exploitants, ce sont des gens qui détiennent des licences et tout ça. Ils exploitent les licences, les bandes de fréquences et ainsi de suite. L'autorisation, Internet, les services. Ce sont les opérateurs mobiles ou fixes. Ce sont les équipementiers. L'exploitant n'est pas seulement la personne, disons la structure qui met à votre disposition les services, des voies et consorts, mais un équipementier est un exploitant. Vous avez les fabricants, les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs de services Internet. Et au niveau de la réglementation, vous avez un acteur majeur, c'est le gouvernement qui réglemente par les ministères de PTNTIC,
qui prend des lois, qui prend des propositions de loi, qui prend les règlements, non, les arrêtés, ainsi de suite. Et vous avez la régulation. La régulation dans notre pays qui a pour mission essentielle de veiller à l'application de la loi et des règlements édictés par l'État, que cela soit respecté par les exploitants. Voilà la régulation qui prend des décisions, des directives, des avis et des autorisations. Voilà globalement les grands acteurs majeurs dans le secteur des télécommunications. L'exploitant qui est dans l'exploitation, l'État qui est dans la réglementation en tant que gouvernement, et puis l'autorité de régulation qui s'occupe de la régulation, contrôler la qualité de service des opérateurs et des fournisseurs de services techniques, faire des projets, des projections, veiller à l'application de loi, faire des propositions sur le numérique. Voilà un peu en grande ligne les boulots de la régulation des télécommunications. Alors les rapports. Oui, les rapports, c'est que ça doit être des rapports très bons, parce que sans réglementation, l'exploitant ne peut pas travailler. Et sans exploitant, on ne peut pas avoir les impôts. Et la régulation ne va pas s'occuper de tout ça. Et, enfin, la régulation ne pourra pas travailler sans qu'il y ait, n'est-ce pas, les exploitants. Donc, ils doivent avoir des rapports cordiaux parce que tout se lit, tout se tient pour l'intérêt de la communauté. Voilà. Dans cet ouvrage, vous avez longuement abordé en fait les secteurs dans le secteur des télécommunications, les cadres institutionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement nous expliquer les cadres institutionnels que vous avez eu à évoquer? Oui, merci beaucoup pour la question. Les cadres institutionnels, je les prends en deux volets. Les volets sur le plan international, sur le plan interne. Sur le plan international, vous avez des institutions internationales qui sont impliquées dans la gouvernance du numérique et des télécoms dans l'ensemble. Vous avez par exemple l'Union internationale des télécommunications, qui est une organisation internationale des Nations Unies, à laquelle la RDC a adhéré, qui prend des règlements, des résolutions et des recommandations. Donc, et ces règlements et recommandations rentrent dans le système interne du droit congolais. Parce que si vous lisez la plupart des licences, on se réfère aux recommandations de l'UET. Donc, ce qui fait que ça, c'est déjà sur le plan international. Vous avez l'Organisation mondiale du commerce. Parce que les télécoms, le numérique, c'est les commerces des services qui interviennent également en prenant des décisions, qui sont également impliqués dans la gouvernance télécom dans notre pays. Ça, c'est sur le plan international. Les volets internes, maintenant, c'est quoi? Vous avez sur le plan institutionnel, vous avez les présidents de la République, vous avez le ministère des PTNTIC, et vous avez l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Ce sont les grands actes, et sur le plan des institutions. Donc chacun a sa façon d'agir dans la sphère de ses compétences. Vous avez les présidents de la République, vous avez la régulation qui s'occupe des questions essentielles, pratiques et techniques, et vous avez les ministères qui réglementent. Voilà un peu globalement, pour ne pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas assez de temps. En grande ligne, c'est que c'est le cadre institutionnel de notre pays. De notre pays, voilà. Parce qu'on n'a pas assez de temps, vous l'avez bien dit. Vous avez formulé vous avez relevé plusieurs critiques. Alors, quelles sont les critiques formulées contre la loi en vigueur et quelles sont les pistes en fait des solutions que vous proposez dans cet ouvrage que nous avons entre nos mains et comment faire surtout pour numériser davantage les activités? Oui, c'est vrai que ça, quand vous voyez l'intitulé de mon ouvrage, c'est que c'est des titres critiques. Je critiquais pas mal de choses qui ont été édictées dans le texte sur le plan de la cohérence. Vous avez par exemple l'incohérence entre certaines dispositions en rapport avec l'interconnexion et les dispositions sont contenues dans les licences. Vous avez par exemple l'incohérence entre les responsabilités au niveau du président, du ministère et de la régulation des télécommunications. Il y a un peu de la confusion et de l'incohérence. J'ai demandé qu'on réécrive ces articles-là. Et j'ai demandé qu'on revisite également l'article 52 qui parle des séquelles de correspondance, l'article 13 et l'article 43. Et j'ai demandé également qu'on légifère sur le plan particulier des infrastructures. Pour les pistes numériques, il faut créer une politique publique sur le numérique, les filières du numérique. Parce que par exemple, on ne peut pas parler de l'économie numérique sans qu'il y ait des préalables. Les fondamentaux, en fait, c'est quoi? Il faut chercher d'abord à avoir des programmes informatiques, informatiser les pays et voir les taux de dessert sur le plan de la pénétration de l'Internet. On peut parler du numérique sans qu'il y ait ces préalables-là. Quel est le taux de pénétration? Qui a accès à l'ordinateur aujourd'hui dans notre pays? Pour qu'on parle également du numérique, il faut qu'il y ait ces préalables-là. Il faut encourager les innovateurs, les intelligences, ça existe. Il faut encourager les développeurs du numérique, dans les écoles, dans des compétitions, ainsi de suite, et voir dans quelle mesure il faut avoir l'accès à l'Internet et faire avancer d'abord
les taux de pénétration d'accès à l'Internet de manière à ce qu'on pourra avoir une politique publique assez essentielle et courageuse pour booster l'économie numérique, pour booster les numériques dans l'ensemble. Sans ces fondamentaux, je pense qu'il est très difficile de réduire la fracture numérique. Voilà un peu pour l'essentiel, en résumé, et la critique et puis les propositions de solutions dans l'ensemble, dans ce que j'ai écrit dans mon ouvrage. Voilà, seriez-vous disposé aujourd'hui, si les parlements congolais faisaient appel à vous, surtout pour apporter beaucoup d'éclairage autour de ces critiques et surtout dans le but d'améliorer cette loi, apparemment qui ne sécurise pas les secteurs? Oui, je suis disposé parce que j'ai beaucoup de propositions qui ont été faites. Il paraît qu'il y a un débat sur la loi sur les télécoms qui serait revenu à la présidence. Je pense qu'on pourra renvoyer ça. Effectivement, quand j'étais à Paris, j'ai suivi mes formations. J'ai eu l'appel, on a discuté avec le président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale qui avait dans ses attributions la responsabilité par rapport à la commission qui examinait la proposition de la loi sur les télécoms. Malheureusement, il s'est fait que je suis rentré, je suis arrivé un peu tard. Évidemment, j'avais des choses à faire en France. Je suis disposé pour la République, parce que je suis républicain, je suis disposé à apporter ma contribution pour faire avancer les secteurs dans cet aspect juridique. Voilà, nous allons finir cette émission avec une question d'actualité. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire leur publicité. La société Vodacom Congo est menacée des retraits ou encore du retrait de sa licence DG. Et nous avons reçu, les clients de cette société ont reçu des messages sur, soi-disant, cela va en fait mettre fin au service parfois des téléphonies mobiles ou encore M-Pesa et consorts. Vous, en tant qu'expert, quel éclairage pouvez-vous nous apporter, nous, en ce moment? Oui, effectivement, le problème c'est que je n'ai pas tous les éléments par rapport au dossier de manière à ce que je suis difficile à me prononcer de manière objective. Mais les 7 conseils que je vais demander, il faut qu'il y ait dialogue entre l'État et Vodacom. Vodacom a quand même beaucoup apporté. Et l'État également a gagné quelque chose. S'il y a un problème, il faut que ça soit pour réajuster, rectifier les choses. Parce qu'on a intérêt à avoir des acteurs majeurs dans le secteur. On a également intérêt à ce que cet acteur soit régulier et correct vis-à-vis des obligations de l'État. Voilà les conseils que je peux donner. Je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer, mais au regard de certaines questions controversées ou des éléments éparpillés, voilà les seuls conseils plutôt que je vais donner aux uns aux autres. Voilà globalement en fait mon point de vue sur la question. Monsieur Albert Baoune Wankieri, on vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité pour éclairer certaines questions qui se fâchent par exemple et expliquer un peu à nos téléspectateurs les conseils de base des télécommunications et du numérique. Voilà. À vous aussi, messieurs et dames, merci de l'attention soutenue. Je vous recommande cet ouvrage. L'ouvrage est intitulé « Droit congolais des télécommunications, état des lieux, analyse critique et comparative ». J'ai cet ouvrage entre mes mains. Un ouvrage de plus de 200 pages. Donc vous pouvez consulter cet ouvrage, vous pouvez comprendre cet ouvrage. Et cet ouvrage va nous apporter ensemble, bien sûr, plusieurs éclaircissements, mais surtout aux dirigeants. Vous devrez vraiment prendre en compte les conseils formulés ou encore les critiques relevées dans cet ouvrage pour essayer d'améliorer en fait le secteur des télécoms en République démocratique du Congo. Je vais vous prendre congé aujourd'hui tout en vous promettant que je vais vous retrouver prochainement avec un autre invité pour parler d'un autre livre cette fois-là. Et pour ce soir, restez branchés sur les programmes de votre chaîne. Merci et au revoir.